Cette émission vous est présentée par Dubo Électrique. Ici Camille Chaille. Et Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Paranatation 2013. Aujourd'hui, jour 2 des championnats du monde de natation IPC. Au menu, une rencontre avec Benoît Huot, champion du monde paralympique, détenteur de plein de records du monde. Une belle rencontre à ne pas manquer. Et pour débuter, je démystifie la classification des athlètes avec Julie Simard. Julie Simard, vous êtes classificateur. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond vos rôles dans un événement comme celui-ci, des championnats du monde de natation IPC? Les classificateurs, leur rôle principal, ça sert à deux choses. Premièrement, ça sert à évaluer le nageur afin d'offrir une compétition qui est équitable et juste pour chacun d'entre eux. Ils sont évalués au niveau fonctionnel, donc on s'assure que pour chaque classe qui est attribuée, c'est des handicaps ou des déficiences qui sont relativement similaires les unes aux autres. Aussi, on s'assure de leur donner un code d'exception, donc dépendamment de leur handicap ou de leur déficience, afin de respecter les règles établies par IPC. Ils ont besoin qu'on leur attribue des règles d'exception pour ne pas être disqualifiés lors des épreuves. Est-ce qu'on parle aussi de code pour, par exemple, comment on fait pour décider qu'un athlète va faire partie d'une catégorie plus qu'une autre? En quoi consiste le processus de classification? Et ça se fait en 3 étapes. Okay. La première, c'est une évaluation par un physiothérapeute, un médecin, qui est une évaluation un peu plus médicale, qui va correspondre, dans le fond, à la déficience de l'athlète. Donc, ça peut être différentes choses selon le type de déficience. Ensuite, cette personne-là va être évaluée dans l'eau par un technicien du sport afin de comparer ce qu'on a vu au niveau médical et ce qu'on voit à l'intérieur de la piscine, si c'est pareil, est-ce qu'il y a une différence ou pas. Puis par la suite, chacun des athlètes va être observé en compétition afin de valider, dans le fond, l'ensemble de l'évaluation. Est-ce que si, par exemple, un athlète a une situation physique qui peut évoluer ou alors si un athlète doit se faire opérer entre 2 compétitions, comment vous procédez dans ces cas-là? OK. En fait, quelqu'un qui a une situation qui va dégénérer à travers les années va toujours garder un statut de classification qui est à revoir. Donc, on tient en compte de cette situation-là et au besoin, cette personne-là va être évaluée dans le temps ou va être évaluée de façon fixe selon les années. S'il y a eu des recommandations médicales en ce sens-là, à la fin, cette personne-là va être revue et reclassifiée s'il y a lieu d'être. Est-ce que les classifications se font longtemps avant l'événement ou c'est collé? Non, en fait, effectivement, c'est collé sur l'événement. Donc, quelques jours avant, les athlètes sont évalués et comme ça, l'observation à travers la compétition se fait là, lors de l'événement même. Est-ce qu'ils ont une certaine préparation à faire, justement, avant les classifications? Non, en fait, parce que c'est leur fonction, leur handicap. Alors, qu'on évalue, il n'y a pas de préparation à faire. Il faut juste donner son 100 % au moment où ça se passe. Est-ce que, justement, c'est un travail pour vous que vous avez tendance à faire de façon plutôt rationnelle ou, justement, au contraire, vos émotions sont souvent sollicitées? Bien, quand on travaille avec les personnes handicapées, je vous dirais que c'est toujours les deux. Ça peut jamais être un que l'autre. Par contre, on essaye dans le processus d'être le plus objectif possible, comme on le ferait dans n'importe quel autre processus. Je pense que c'est d'être juste et équitable de le faire comme ça. Est-ce que vous pourriez me parler des catégories? Parce qu'on entend souvent parler de S1, S2, S12. À quoi est-ce que ça correspond? Oui, en fait, pour 3 types de déficiences, donc la déficience physique, la déficience intellectuelle et la déficience visuelle. La déficience physique sont classées de S1 à S10, S1 étant les plus lourdement handicapés, S10 étant les moins lourdement handicapés. Et ensuite, S11 à S13 pour la déficience visuelle et S14 pour la déficience intellectuelle. Il y a aussi, là, on parle de S, mais il y a SB parce que dans le fond, S correspond au nage de libre, de dos et de papillon. SB uniquement pour la brasse. Les mêmes classes, à l'exception que pour SB10 n'existe pas. On arrête à SB9. Et ensuite, il y a le SM qui est pour le 4 nages individuel. Et là, c'est toutes les mêmes classes de S1 à S14.
Donc, en tout, ça nous fait combien de classes exactement? Bien, en fait, on parle toujours de 14 classes, mais on les sépare toujours. Donc, quelqu'un qui se fait attribuer une classification va avoir 3 codes, va avoir S, SD et SM. Ben, écoutez, Julie, merci beaucoup pour votre entrevue. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer notre champion paralympique Benoît Huot à la magnifique biosphère du parc Jean-Drapeau. En fait, juste là. Hey Benoît Huot, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Hier, on a pris conscience de quelque chose. T'es big en tabarnouche. Arrête-moi ça, toi. Non, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. Les relationnistes, les caméras, les journalistes. Tu sais, es-tu étourdi de voir tout ça sur ton terrain? Ouais, ben je pense que c'est le moment dans notre année où est-ce que c'est le plus intense. Je saisis le moment, non seulement comme athlète, mais j'en profite pour faire grandir notre mouvement paralympique, qui est encore très méconnu auprès du grand public, puis qui a grandement évolué au travers des années, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Je sens que j'ai un rôle et un mandat de faire la promotion de notre sport. Sens-tu la pression du public, des médias, des proches, que là, tu dois performer et que là, les gens s'attendent ça de toi? La pression, je me la mets moi-même. Sincèrement, Jean-Marie, là, peu importe le résultat qu'on va voir cette semaine, je sens que je suis en paix avec moi-même intérieurement. À Pékin, ça a tellement été difficile, ça a été rock'n'roll. J'étais le favori, j'étais champion du monde et tout le monde, moi le premier, s'attendait à ce que je remporte la médaille d'or en 2008. Ça n'a pas été le cas, j'ai terminé 3e, ça a été beaucoup plus difficile. Et sur les 4 Jeux paralympiques que j'ai participé, c'est là que j'ai grandi le plus. C'est là que j'ai appris le plus sur moi-même, en mettant les choses en perspective, en me disant, en revenant à la base de pourquoi j'aimais ça comme un petit gars, d'être un nageur. J'étais un passionné et j'ai retrouvé le désir de nager dans les années qui ont suivi Pékin et j'ai été capable de remonter sur la plus haute marche du podium à Londres en 2012. Alors, j'ai vraiment le sentiment d'avoir
accompli ce que j'avais envie de faire. Je veux vraiment plus apprécier, avoir du fun et puis de sentir que la foule est derrière soi. Je ne l'ai jamais vécu dans un événement aussi majeur dans ma carrière sportive. Alors, je pense sincèrement que ça va m'aider, puis on va voir, on va espérer avoir des bonnes performances. Il y a tout l'aspect vivons le trip à fond. Oui, Il y a ça mais aussi. tu sais, c'est... bon, on est sorti de Londres. Ça a été mes plus beaux Jeux paralympiques en 2012. Et là, on a su quelques semaines plus tard que les championnats du monde étaient à Montréal. Tu sais, je pensais, je vais y aller une année à la fois. J'avais ma réponse avant même de prendre une décision. C'est à Montréal, c'est sûr, je vais être là. Devant amis, famille, ça arrive une fois dans une vie. Il y a plein d'athlètes qui n'ont même pas cette opportunité-là. Alors, je vais y être. La question qu'on doit te poser tellement souvent, Ben, c'est t'es pas handicapé, toi? Ça paraît pas, excuse-moi, là. Alors, qu'est-ce que tu fais aux Jeux paralympiques? C'est quoi ton handicap? Je me la fais poser à chaque jour, cette question-là. Puis c'est correct. C'est exactement ça que je veux, à la limite, pour pouvoir éduquer les gens et le faire connaître, les sports. Bon, pour faire une histoire courte, là, je suis né avec une malformation à la jambe droite. C'est un pied beau. Les médecins ne s'étaient même pas rendus compte que j'avais une malformation à ma jambe droite. Alors, mes parents retournent à la maison et ça a pris une semaine avant que ma mère s'en rende compte. Cette jambe-ci, la jambe droite, était comme en fer à cheval. Et la grande orteil pouvait même toucher au talon. Alors, les médecins font une opération la même journée et restructurent le pied, reconstruisent pour qu'un jour, j'aie de la facilité à marcher. Et aujourd'hui, c'est présent entre mon genou et mon pied. La masse musculaire entre les deux mollets. On voit ici, un mollet plus développé, un mollet plus petit. Et l'handicap est à partir du genou. Alors, la cuisse, avec les années, elle s'est un petit peu moins bien développée, mais l'handicap n'est pas présent ici. C'est vraiment du genou jusqu'en bas. Alors, le mollet, le pied qui est plus court et la mobilité dans ma cheville. Regardez celle-là. Comme un bon joueur de soccer, ça tourne comme dans l'huile. Celle-là, elle bouge presque pas. Regarde, je bouge mes orteils, mais la fille, elle est peu mobile. Alors, c'est comme si je nageais avec une palme, parce que j'ai le fouetté de ma jambe avec ma jambe gauche, mais sans palme dans ma jambe droite, quand j'ai pas de mobilité dans ma cheville. Alors, c'est ce qui me permet de participer dans les compétitions paralympiques. Mais là, Benoît, c'est sûr que tu gagnes toutes les médailles. Ton handicap est tellement léger. Mais non, c'est bien fait, les sports paralympiques, avec différentes catégories d'handicap. En natation, il y a 10 catégories d'handicap physique. Moi, je fais de la compétition dans la catégorie numéro 10, la catégorie avec les handicaps les plus légers. Plus le chiffre diminue, plus l'handicap est sévère. Et quand je vais aux championnats du monde, comme ici à Montréal, ou aux Jeux paralympiques, je fais de la compétition contre des athlètes seulement dans la catégorie numéro 10, donc tous des handicaps similaires aux miens. Pas tous des pieds beaux nécessairement, mais tous des handicaps comme le mien. Et c'est des docteurs, des physiothérapeutes, des classifieurs qui nous positionnent dans chacune des catégories pour que ça soit juste pour tout le monde. Plus tard à l'émission, la suite de l'entrevue avec Benoît Huot. Je vous présente la suite de l'entrevue avec notre champion paralympique Benoît Huot, où il nous parle de son avenir et de sa fondation. T'en as eu des honneurs, des médailles, des reconnaissances, des prix, des distinctions. Est-ce qu'il y en a une qui trône un petit peu au-dessus des autres? Je pense sincèrement là, d'avoir le privilège et l'honneur de porter le drapeau à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres. Parce que c'est tellement d'athlètes présents à Londres qui ont eu des résultats extraordinaires, qui ont pas eu cette chance-là. Tu sais, Jean-Marie, ça dure 3 minutes, hein? Ça dure 3 minutes, tu marches dans le stade et dans la cérémonie de clôture, et puis là, tu prends le drapeau.
tu saisis le moment. J'ai pris une grande respiration. Je me suis dit, Ben, ça arrive une fois dans une vie. Profites-en, ça dure 3 minutes. Et puis là, j'ai pris le drapeau, je l'ai levé tellement haut, puis je l'ai brandi, là, tu sais, puis je me suis amusé. Puis j'ai savouré ce moment-là. Là, puis ça a été de loin le plus grand honneur qu'on pouvait me faire, le plus grand honneur sportif. Je fais juste t'imaginer toi, puis la fierté de tes parents, tes proches, tes entraîneurs, les autres chums avec qui, mais tu te dis... Tu disais-tu, il y a un peu d'eux autres avec moi derrière? Ben oui, parce que c'est comme quand tu es en arrière des blocs avant de faire une compétition. Tu sais, tu es toute seule le jour où est-ce que ça compte, hein? Tu es toute seule en arrière des blocs. Mais il y a une centaine de personnes qui t'ont aidé dans ton quotidien pour arriver à cette journée-là. Alors, la même chose avec le drapeau. T'amènes tous les gens qui t'ont accompagné dans cette aventure-là avec toi. Tantôt, tu disais fin de carrière. Shit, à 29 ans, en fin de carrière, quelque chose qui marche pas, là. Oui, bien, on sait que la carrière d'un athlète, hein, ça ne dure pas une vie complète, mais ça dépend des sports. Hein? Ouais. Mais en natation, le prime d'un athlète, c'est fin vingtaine, début trentaine. Si je décide de poursuivre jusqu'à Rio 2016, je dis pas que je vais être là. Dans le meilleur des mondes, je vais y être. Mais je vais approcher la chose modestement. Je vais y aller une année à la fois. Et puis, on va voir où ça va nous mener. Mais sincèrement, dans le fin fond de mon cœur, j'espère pouvoir représenter mon pays. Si j'arrive à Rio puis je suis pas compétitif parce que les jeunes poussent et puis, bon, les temps sont tellement plus rapides, ça me tentera peut-être plus nécessairement d'arriver. Puis, on va dire que je fais même un meilleur temps, mais ce meilleur temps-là, qui m'a permis de monter sur la plus haute marche du podium à Londres, fait en sorte que je termine 5e, c'est un petit peu moins motivant. Okay. Fait que des fois, c'est difficile d'accepter peut-être une 5e ou une 6e position. Mais ça, c'est pour moi. C'est pas nécessairement tout le monde qui est comme ça. C'est toutes des choses qu'il faut analyser aussi tant au niveau personnel avec ma copine. On veut avancer dans la vie. On veut faire autre chose que le sport parce qu'on sait, hein, tu sais, Jean-Marie, le sport de haut niveau, c'est très demandant. On est à l'extérieur du pays, de la ville, de la maison, presque la moitié de l'année, 6 mois par année. Alors, c'est toutes des pensées-y bien. Et puis, je poursuis parallèlement mes études. Et il me reste 5 cours à l'école. J'ai fait une majeure en communication. La majeure, elle est complétée. Et une mineure en administration. Il me reste 5 cours. Et puis... Ça, t'as de la misère à t'exprimer, hein? Mais l'école a aidé, sincèrement. T'es impliqué. T'as ta propre fondation. Oui, en 2009, on a parti ça. Puis, regarde, le mandat ou la philosophie de la Fondation, c'est vraiment de venir en aide aux athlètes avec un handicap, pas juste en natation, athlètes avec handicap, qui sont entre le moment où maman, papa peut encore aider et que l'athlète se rende à l'équipe nationale. Tu sais, il y a comme une période tampon, là, entre, je sais pas moi, dépendamment de l'athlète, entre 15 ans jusqu'à 18 ans, où est-ce que ça peut être plus difficile financièrement. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, il faut que mon jeune, il faut que mon athlète se rende à Vancouver pour les championnats canadiens. Puis des fois, les parents n'ont pas les moyens. La fédération, bien, il n'est pas encore à un niveau assez élevé pour que la fédération supporte l'athlète. Alors, la Fondation, elle a cet objectif-là d'aider l'athlète avec handicap, vraiment avec un handicap, pas juste en natation, à pouvoir les aider à réaliser leur rêve d'un jour de participer aux Jeux paralympiques. Peux-tu me donner un exemple d'une personne, d'un athlète qui est venu te voir ou qui t'a écrit et qui a dit « J'ai besoin de ça, peux-tu m'aider? » Donne-moi un cas type. Bien, regarde, c'est dernièrement, Hicham, il vient du club de la natation du Parc olympique au Stade olympique. Et puis, il avait besoin de moyens, il s'en allait à Winnipeg pour le championnat canadien. Puis, c'est ses premiers championnats canadiens. Puis, on a payé le billet d'avion. Alors, tu sais, c'est pas nécessairement de l'argent directement qui va aller à l'athlète, mais bon, il a été capable de se déplacer jusqu'à Winnipeg pour participer au championnat canadien. Il y a 3 fois moins d'athlètes canadiens aux Jeux d'hiver qu'aux Jeux d'été. Par exemple, on pouvait en compter 46 à Vancouver, alors qu'il y en avait 145 à Londres.
arrivé plusieurs fois quand j'étais petit. Bon, on sait, hein, quand on est un enfant, on grandit vite, alors il faut souvent plusieurs paires de chaussures. Et mes deux pieds n'ont pas la même longueur. Et ma mère, elle m'amenait au magasin de souliers et elle a trouvé un truc au travers des années, parce que bon, je portais genre, je sais pas moi, un 5 et seulement un 3 pour les deux longueurs de pied. Et elle a trouvé un truc au travers des années pour que j'aie plus de facilité à marcher avec mes chaussures, à échanger les souliers au magasin. Alors, elle ne le disait pas trop fort, mais là, quand on recevait plusieurs paires de souliers, je sais pas moi, elle commandait un 3, un 4 et un 5, sans le dire à personne, elle changeait le 5 pour un 3, pour être certain que j'aille les bonnes longueurs de souliers pour mes deux pieds qui sont différents encore aujourd'hui. Ah, OK. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour une autre émission de Paranatation 2013. T'aimes ça les défis, toi, hein? Oui, j'aime ça. Ça te tente de sauter? Je suis prête. Ah, ça. OK, bon, on y va. T'es pour de vrai, là? Ah ouais, pour de vrai. OK. Ciao! Bye! 3, 2, 1. On y va! Cette émission vous a été présentée par Dubo Électrique.